Bien, bonjour et bienvenue à tous. Nous reprenions la semaine dernière nos travaux concernant cette question de l'universalité chinoise et de ses limites qui va nous occuper pendant un certain temps. Je rappelais la dernière fois que il s'agit d'une question d'autant plus importante que la prétention chinoise à l'universalité dans le nouveau contexte de la mondialisation est en train de faire un retour en force avec la prétendue montée en puissance de la Chine. Et elle est en train aussi de faire l'objet de débats extrêmement virulents depuis quelques années en Chine même, hein, où beaucoup d'intellectuels se demandent justement au fond qu'est-ce que la Chine au moment où elle doit affronter donc de nouvelles responsabilités au plan mondial. Et donc il s'agira pour nous de voir comment cette universalité à la chinoise s'est constituée, mais aussi, donc, comme je le disais la dernière fois, comment elle s'est trouvée décentrée et même parfois contestée par ses voisins. Parce que nous avons pris un peu l'habitude, en suivant donc les médias, de penser à la Chine comme une sorte d'entité autosuffisante. On parle toujours de la Chine, sans toujours se figurer qu'elle fait partie d'un contexte non seulement mondial, mais aussi régional. Et donc, il ne faudrait pas oublier qu'elle a de très grands voisins, donc le Japon d'un côté, donc à l'est, et l'Inde à l'ouest. Alors, donc, ce que nous faisons maintenant, c'est que pour bien comprendre ce que peut signifier pour la Chine de se trouver décentrée, il faut d'abord bien mesurer en quoi cette vision chinoise est celle d'un monde très fortement centré, hein, et très stable, au fond. Alors, ce que nous avons essayé de faire jusqu'à maintenant, je fais un rapide rappel pour ceux d'entre vous qui éventuellement nous rejoindraient aujourd'hui. Donc, ça a été de partir du contexte éminemment ritualisé de la Chine ancienne et pré-impériale pour examiner la façon dont s'est constituée donc une certaine idée chinoise de l'universalité. Comment est-ce que la Chine en est arrivée donc à se considérer comme un monde à elle toute seule. Et ce faisant, nous avons vu que ce qui semble avoir été premier ou fondateur dans la conception chinoise du monde a été donc la notion d'un continuum qui traverse de part en part et réunit en un seul tout le cosmos, c'est-à-dire ce que les Chinois appellent le ciel-terre, et le monde humain. Donc vous avez en un seul tout donc le ciel-terre, Tianti et Ren en même temps. Alors je rappellerai aussi que du point de vue graphique, sur la deuxième ligne, donc le caractère homme, hein, Ren, qui désigne en gros, qui schématise en gros un bipède, hein, quand il écarte les bras, ça devient donc le mot grand, ta en chinois moderne. Et quand au fond, il est encore plus grand que grand, hein, c'est-à-dire qu'il touche le ciel, ça devient donc justement le ciel. Hein. Vous ajoutez un trait à l'homme écartant les bras et vous avez donc le ciel. Et c'est sans doute justement ce continuisme tout englobant qui a amené donc le grand historien des religions,
de la fin du 19e, début du 20e siècle, le néerlandais donc Jan Jacob Maria de Groot, dont nous avons déjà parlé. Nous avons déjà évoqué son grand œuvre, son magnum opus, qui est donc The Religious System of China, Its Ancient Forms, Evolution, History and Present Aspect, Manners, Customs and Social Institutions Connected Therewith. Donc le système religieux de la Chine, ses formes anciennes, son évolution, son histoire et son aspect actuel, donc, ainsi que donc, les habitudes, les coutumes et les institutions sociales afférentes à ce système religieux chinois. Donc c'est un ouvrage monumental qui est paru en 6 volumes. Je crois que de Groot en prévoyait même d'autres, qui sont parus donc étalés entre en 1892 et 1910 aux éditions Brill à Leiden en Hollande. Donc de Groot a également fait part de certaines de ses réflexions sur la religion chinoise dans un autre ouvrage paru en 1912 à New York chez Putnam, qui s'intitule donc Religion in China, Universalism, a key to the study of Taoism and Confucianism. Donc la religion en Chine, l'universisme, que de Groot considère comme une clé pour l'étude du taoïsme et du confucianisme. Donc de Groot a en quelque sorte inventé ce mot, donc l'universisme, peut-être pour le distinguer de l'universalisme, qui est une prétention européenne au départ. Donc l'universisme chinois, c'est précisément donc ce tout englobant. Et donc, faisant partie de ce tout, vous avez donc le monde humain, qui est lui-même conçu comme un continuum, celui qui relie entre elles les générations humaines et qui est assuré par le culte ancestral et la piété filiale, comme nous l'avons vu l'année dernière. Et c'est ainsi que nous avons vu, donc là vous avez la photo de Groot, c'est pas quelqu'un de très gai, mais enfin qui a été vraiment un des derniers témoins disons, du monde religieux vivant en Chine, puisque la Chine a connu un processus de laïcisation forcée au début du XXe siècle. Donc de Groot est vraiment un témoin tout à fait précieux. Alors donc je disais que nous avons vu comment le premier empire Han, c'est-à-dire donc qui a duré 4 siècles, entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IIe siècle après, ce premier empire Han s'est appuyé sur toute une batterie de sources textuelles canoniques, à commencer par les traités ritualistes dont nous avons beaucoup parlé et par le livre de la piété filiale, qui est sans doute donc une sorte de texte construit ad hoc pour les besoins de la cause sous les Han. Tous ces textes qui mettent en rapport analogique donc ce que vous avez en bas de la diapositive, c'est-à-dire d'une part la piété filiale, xiao, et d'autre part la loyauté, zhong, la loyauté donc du ministre envers son souverain. Et nous avons vu que de cette manière, dans ce rapport analogique entre la piété filiale qui relie donc le fils au père, donc nous avons ici un lien de sang, un lien organique, qui sert de modèle, de matrice véritablement donc à la relation politique
entre le ministre et son souverain, cette relation de loyauté. Et nous avons donc un ordre politique qui se trouve enraciné dans l'ordre naturel de la filiation, ce qui fait donc de l'ordre politique, au fond, une simple extension de l'ordre familial. Et nous avons vu que ce processus d'extension se fait par étapes, ou si on préfère, par cercles concentriques qui prennent leur origine ici dans la shen, dans la personne, sous-entendu de celui qui dirige, que ce soit donc le père ou le prince ou le souverain, qui s'élargissent ensuite à l'échelle de la famille, Jia, donc famille au sens général de lignage, ensuite à l'échelle du pays, du Guo, et enfin donc qui s'ouvre à l'infini donc sur tout le monde sous le ciel, c'est-à-dire le Tianxia. Et les sources confucéennes donc de la fin de l'Antiquité et du début de l'ère impériale que nous avons citées, donc toutes ces sources donnent la représentation d'un développement organique continu à partir donc d'un centre qui est donc cette culture de soi, la culture morale de soi, que l'on suppose chez toute personne en position de supériorité, de pouvoir, et donc l'extension donc, de cette culture morale directe vers la dimension politique, c'est-à-dire vers la gouvernance du corps sociopolitique. Donc vous avez cette analogie et cette continuité entre, d'une part, le zheng, c'est-à-dire donc la rectitude morale individuelle, et le zheng, ici, qui veut dire gouverner. Nous avions vu que ces deux mots sont reliés par la graphie, puisque gouverner comprend donc cet élément donc, de rectitude morale. De la même façon, vous avez une continuité entre la pratique morale de soi et donc cet élargissement, cette extension à la gestion de la famille ou du lignage, à la gouvernance du pays et à la pacification de tout ce qui est sous le ciel. Autrement dit, donc, vous avez une analogie, une continuité entre ce que d'autres textes appellent donc la sainteté intérieure, Neisheng, et la royauté extérieure, donc Wai Wang. Et tout ceci aboutit donc à cette fameuse citation du traité des rites, le Li Ji, dans le chapitre Li Yun, qui veut dire donc l'évolution des rites, qui nous dit donc qu'il s'agit de littéralement de prendre le Tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel, le monde entier comme une seule famille, et de prendre le pays du milieu, Zhongguo, ou les pays du milieu, les pays centraux, comme un seul homme. Donc vous avez ici cette continuité directe entre toutes ces échelles, et on voit que cette citation fait apparaître dans la même phrase et dans un parallélisme analogique, donc Tianxia, c'est-à-dire le sous le ciel, et Zhongguo, c'est-à-dire le pays du milieu de l'autre. Autrement dit, vous avez dans cette citation l'association de l'universalité, donc du sous le ciel, et de la centralité, donc du pays du milieu. Et il est tout à fait frappant de retrouver cette formule sous, je ne dirais pas la plume, mais le pinceau, donc d'une des figures de proue de la modernité chinoise,
Et c'est un personnage qui, de manière intéressante, a eu partie liée avec la France. Alors, ce personnage, c'est Tsai Yuen-pei, qui a vécu donc entre 1868 et 1940, alors qui présente ce profil intéressant dans la mesure où c'est quelqu'un donc qui est né en 1868 et qui a donc reçu une formation traditionnelle, c'est-à-dire donc basée sur la connaissance des classiques confucéens, et qui de fait, avec cette connaissance, a passé avec succès les examens impériaux, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle les en français, on les appelle aussi les concours mandarinaux. Et en 1890, il a obtenu donc le titre de docteur, justement, en réussissant ces examens impériaux. Et alors, évidemment, en 1890, il ne pouvait pas savoir que ce système des examens qui avait constitué véritablement le pilier de tout le système impérial, ce système est abrogé donc en 1905. Donc peu de temps après que Tsai Yuen-pei y a réussi. Et 1905, c'est quelques années tout juste avant la chute définitive de la dernière dynastie impériale, qui est une dynastie mandchoue, qu'on appelle les Qing en chinois, et qui laisse la place à la toute première république de l'histoire chinoise, donc en 1912. Donc ici, nous avons quelqu'un, Tsai Yuen-pei, qui connaît véritablement la fin d'un système et qui, en même temps, était, dès sa jeunesse, parfaitement conscient du fait que l'arriération de la Chine et le fait que la Chine, à l'époque, à la fin du XIXe siècle, était, comment dire, sous le contrôle des puissances coloniales européennes, qui avaient déjà occupé en fait plusieurs ports et plusieurs concessions le long de la côte chinoise. Donc Tsai Yuen-pei, tout en étant un des derniers docteurs du système mandarinal, s'intéresse à l'étude des ouvrages européens et entreprend également de les traduire dans le sillage justement de ce qu'ont fait les modernistes japonais qui, eux, ont eu en quelque sorte un métro d'avance sur la Chine en commençant justement ce mouvement de modernisation dès les années 1860. D'ailleurs, précisément juste au moment de la naissance de Tsai Yuen-pei. Donc, tout à fait convaincu de la faiblesse du système d'éducation chinois, dont il est pourtant le produit, Tsai Yuen-pei se rend dès 1907 en Allemagne. Donc, il étudie à Berlin, puis à Leipzig, où il suit des cours de philosophie, d'esthétique, de psychologie. Donc là, vraiment, il se rend à ce qu'il considère comme le cœur de ce qui fait toute la suprématie européenne. Il s'initie à ces disciplines tout à fait, enfin, qui sont le produit du savoir européen du XIXe siècle, et il entreprend de rédiger donc des manuels pour l'enseignement de la morale dans l'éducation secondaire et traduit donc plusieurs ouvrages allemands en chinois. Alors donc 1911, comme je viens de le rappeler, la Chine met une croix définitive sur le système impérial et passe donc au régime républicain. Donc Tsai Yuen-pei à ce moment-là rentre en Chine et il est nommé ministre de l'Éducation par le gouvernement républicain, mais c'est un poste qu'il quitte immédiatement après pour protester contre
le régime de Yuan Shikai qui au fond, qui s'approprie un petit peu justement ce passage à la République. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Toujours est-il que notre Tsai Ying-pei, dès 1913, se rend cette fois en France, hein, où il apprend le français et œuvre pour justement une coopération franco-chinoise dans le domaine de l'éducation. En 1916, il crée une société franco-chinoise d'éducation qui va permettre de faire venir en France plus de 2000 étudiants chinois. Donc, dès le début du XXe siècle, donc il y a un siècle, vous avez déjà en fait un groupe d'étudiants chinois donc, qui débarquent en France grâce à Tsai Ying-pei. En 1916, Tsai Ying-pei rentre tout de même en Chine. Il est nommé recteur de l'université de Pékin, hein, donc une nouvelle université sur le modèle européen. Et c'est un poste qu'il va occuper pendant 10 ans. Et ensuite, il crée également l'Academia Sinica, qui est une institution de recherche et d'enseignement vraiment de très haut niveau et qui est encore aujourd'hui donc représentée à Taipei, donc à Taïwan, où là vous avez vraiment en fait des savants qui font partie vraiment des on pourrait dire que c'est un petit peu le Collège de France en milieu chinois. Hein. Bon. Alors, Tsai Ying-pei continue donc à favoriser l'accueil d'étudiants chinois en France et il est à l'origine de la création de l'université franco-chinoise de Lyon, hein, donc, où il fait de nombreux séjours. Hein. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment grâce à Tsai Ying-pei que nous avons en France un programme qui porte son nom, hein, le programme Tsai Ying-pei, qui est géré par Campus France et qui favorise donc les échanges et les communications entre les laboratoires de recherche français et chinois, et dont certains jeunes chercheurs peuvent également bénéficier. Alors, je reviens donc à mon Tsai Ying-pei ici, que vous avez en photo. Vous avez ici une photo portrait qui est actuellement à la bibliothèque municipale de Lyon et qui fait partie justement du fonds de l'Institut franco-chinois de Lyon. Alors, Tsai Ying-pei est l'auteur d'un très court texte fameux que vous avez ici. Vous voyez que ça tient sur une feuille de papier calligraphiée donc de la main de Tsai Ying-pei. Il s'agit donc d'un appel à la résistance contre l'invasion japonaise paru en 1936. Les Japonais occupent très tôt donc la Mandchourie et lancent une opération d'occupation de la Chine dès 1937. Donc en 1936, Tsai Ying-pei tire la sonnette d'alarme. Vous avez un texte qui paraît dans la revue hebdomadaire de Shanghai, Shouhui Xinqikan, donc le Life Weekly, l'hebdomadaire de la vie. Et vous avez le manuscrit qui est actuellement exposé dans l'ancienne résidence de Tsai Ying-pei à Shanghai, qui a été ouverte au public en 2009, hein, qu'on peut donc visiter. Et alors ce texte, comme vous pouvez peut-être ou pas, enfin, vous voyez le titre, c'est Zhongguo Wei Yiren, Tianxia Wei Yijia, c'est-à-dire donc la Chine comme un seul homme et le monde sous le ciel comme une seule famille. Donc vous avez ici en fait un intitulé qui rappelle tout à fait la phrase du traité des rites dont nous sommes partis.
Alors ce texte a été reproduit sur une plaque commémorative à l'extérieur de la résidence. Vous la voyez donc à l'entrée de la résidence. Là, ce sont des photos que j'ai prises moi-même tout récemment, cet été. Et vous avez ici un zoom donc, sur le titre. Hein. Et donc, ce texte, que dit-il? Alors, Tsai Yun-pei nous dit donc 这两句为礼记礼运篇成语. Donc, ces deux phrases, c'est-à-dire 中国为一人，天下为一家, donc la Chine comme un seul homme, le monde entier sous le ciel comme une seule famille, ces deux phrases sont des expressions consacrées provenant donc du chapitre Li Yun, donc évolution des rites, du traité des rites, du Li Ji. 照现在中国人的立场看来，也是用得着的。Alors, du point de vue de nos contemporains chinois, ces phrases ont également leur utilité, leur validité. 若是中国47000万人都能休戚相关，为生死必实指的样子，就自然没有人敢来侵略，而利于与各国平等之地位。Donc, si les 470 millions d'individus que compte la Chine, si ces 470 millions d'individus pouvaient se mettre ensemble et agir de manière coordonnée à la manière du corps qui commande le bras et le bras qui commande les doigts, alors tout naturellement, il n'y aurait personne pour venir les agresser et ils pourraient occuper une place à égalité avec les autres pays. Alors, je ne sais pas si vous avez la même réaction que moi, hein, mais déjà, je ne suis pas très forte en maths, et en plus, les Chinois ont cette curieuse habitude de compter en termes de 10 000, hein, ce qui, évidemment... donc là, le 470 000, ça fait 470 millions. Hein. Bon, alors je me dis, est-ce que je me trompe d'un zéro? Est-ce que j'ai oublié un zéro quelque part? Eh bien non. Hein. Si vous regardez ce schéma qui vous donne en gros l'évolution de la population à travers l'histoire chinoise, hein, alors vous voyez, ça démarre sous les Han, donc nous sommes au tournant de l'ère chrétienne à peu près. Hein. Ensuite, vous passez par les Tang, les Song, ensuite les Song donc autour de l'an 1000 de l'ère chrétienne. Hein, donc là, vous avez évidemment à l'époque pas véritablement de recensement démographique, mais enfin, en gros, hein, vous avez quand même une courbe qui parle d'elle-même. Ensuite, vous avez Yuan, c'est la dynastie mongole. Ming, hein, donc là, la courbe reste à peu près à plat. Et puis ensuite, avec les Qing, c'est-à-dire donc la dynastie Manchu, hein, qui commence en 1644, nous sommes sous le règne de Louis XIV. Donc là, vous commencez à avoir une ascension de la courbe tout à fait marquée. Hein. Bon, donc parce que nous sommes habitués en fait à penser à la Chine en termes de population extrêmement nombreuse, mais en réalité, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Bon, donc avec les Mandchous, vous avez donc cet accroissement assez spectaculaire. Et si vous prenez la situation donc, dans les années 30-40, vous en êtes effectivement à autour de 470 millions. Là, vous avez un total de population exprimé en millions. Donc, 470 millions, c'est bien ça. Donc, Tsai Yun-pei, ministre de l'Éducation, ne s'est pas trompé quand même. Bon. Et si vous vous souvenez avec moi de la situation 30 ans plus tard, 1966, la chanson de Jacques Dutronc, donc 700 millions de Chinois et moi, et moi, et moi. Hein, bien, ben, Dutronc non plus ne s'est pas trompé, donc 30 ans plus tard, vous avez déjà 700 millions.
Et en 2016, c'est-à-dire donc 40 ans plus tard, le chiffre a doublé. Les Chinois sont maintenant à 1,4 milliard. Donc voilà, je ferme la parenthèse hein, sur cet élément démographique, hein, mais je reviens donc à mon texte. Hein, donc si les 470 millions de Chinois que compte la Chine en 1936 pouvaient se mettre ensemble, hein, ils n'auraient pas à subir donc l'agression. Alors là, l'agresseur n'est pas nommé, mais il s'agit bien du Japon. Et Tsai Ying-pei dit que la Chine pourrait donc se mettre véritablement à égalité avec les autres pays dans le concert des nations. Et le texte continue en disant donc «由是而参加国际团体与维护和平的各国相提高，自然可以制裁侵略主义的国家，而造成天下一家的太平事了。” Donc, en conséquence, la Chine ferait partie d'un organisme international, d'une organisation internationale, et contribuerait à promouvoir la protection de la paix, ce qui aurait pour effet naturel de placer sous contrôle les pays agresseurs, donc toujours une allusion au Japon, et d'établir, et là la dernière phrase a son importance pour nous, et d'établir l'ère de grande paix où le monde entier serait une seule famille. Et donc le texte est daté ici, Nian Wu Nian Jiu Yue. Alors donc c'est 25e année, sous-entendu donc de la République. Donc pour retomber sur nos pieds, il faut ajouter 11 ans, puisque la République date de 1911, et donc il s'agit bien de Jiuyue, le 9e mois, c'est-à-dire le mois de septembre de 1936. Alors je rappelle que cette façon de compter à partir de la date de naissance de la République est encore en vigueur à Taïwan. Donc quand vous avez une date à Taïwan, il faut ajouter 11 ans pour avoir donc notre calendrier à nous. Et c'est signé donc Tsai Ying-pei. Alors donc le texte se termine donc sur cette allusion à la phrase du traité des rites et sur justement ce rêve selon lequel donc la Chine pourrait non seulement être à égalité avec les autres nations, mais pourrait être aussi porteur justement d'une paix mondiale qui est évoquée par les derniers caractères du texte que vous avez également sur cette diapositive. Alors certains d'entre vous la reconnaîtront peut-être. Il s'agit d'une diapositive, d'un schéma qui date du XVIIIe siècle, qui est dû à un missionnaire jésuite présent en Chine à l'époque et qui envoie donc ce schéma, ce dessin, à un ministre de Louis XVI, donc Henri Bertin, je crois. Et vous avez ici donc un schéma qui reproduit la disposition de danseurs qui forment 4 caractères, à savoir donc justement Tianxia Taiping, c'est-à-dire donc tout ce qui est sous le ciel et Taiping, c'est-à-dire en grande paix. Alors, je trouve assez intéressant que la notion de paix soit évoquée par ce caractère ping, qui veut aussi dire plat. Ping, c'est ce qui est en fait égal, de surface plane, et ce qui est plat. Et donc ça évoque bien, comment dire, une notion
qui peut être morale, qui peut être cette notion de paix, qui peut être morale, qui peut être politique, qui peut être géopolitique, mais qui est évoquée par un terme qui veut dire à la fois donc la paix et quelque chose de plane. Autrement dit, qui se spatialise sur un plan. Donc vous allez peut-être comprendre mieux ce que je veux dire une fois que nous avancerons un petit peu dans notre développement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette citation du Li Ji fait apparaître dans la même phrase et dans un parallélisme analogique, donc Tianxia et Zhongguo, c'est-à-dire donc le monde sous le ciel et le pays du milieu. Autrement dit, elle associe universalité et centralité. Et donc c'est une formule, comme on l'a vu, qui vient donc d'un traité antique sur les rites, qui date d'avant l'ère chrétienne, qu'on retrouve chez un auteur, par exemple, du XVe siècle, Wang Yangming, on l'a vu, qu'on retrouve ensuite chez un intellectuel moderniste du début du XXe siècle, Tsai Yuen-pei, et que nous avons également retrouvé en anglais dans les propos donc d'un universitaire sino-américain, Tu Weiming. Et on retrouve également une allusion à la formule dans l'ouvrage d'un historien taïwanais contemporain qui est très largement cité, qui s'appelle donc Xin Yitian. Vous avez donc son nom en graphie simplifiée, en graphie donc traditionnelle, et qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Tianxia Yijia, Huangdi Guan Liao yu Shehui, et qui est paru donc à Pékin en 2011. Alors l'ouvrage s'intitule donc le monde sous le ciel comme une seule famille. Et c'est un ouvrage qui traite donc du système impérial, du système bureaucratique et de la société donc sous le premier empire centralisé, c'est-à-dire donc sous les Han. Alors, Xin Yitian rappelle que les inscriptions oraculaires, donc les toutes premières traces écrites que nous avons retrouvées de la civilisation chinoise, qui sont d'époque Shang, nous sommes au deuxième millénaire avant l'ère chrétienne. Donc il nous rappelle que ces inscriptions oraculaires, c'est-à-dire donc des inscriptions de nature divinatoire, attestent déjà une structuration spatiale en 4 orients, ou 4 directions, qu'on appelle donc les Sifang. Vous avez ici ceci en haut de la diapositive, avec le plus souvent un centre. Autrement dit, on appelle quelquefois justement ces Sifang plus le centre, ça fait donc ou Fang, donc 4 orients ou 5 points cardinaux, donc les 4 points cardinaux plus le centre. Et les champs, toujours selon Xin Yitian, donc s'assignent volontiers un territoire qu'ils appellent le Zhongfang, c'est-à-dire donc l'espace du milieu, qui est donc situé au centre du monde connu d'alors. Alors, je rappelle bien évidemment que quand je dis Zhongguo, je suppose simplement que vous savez tous que c'est le nom actuel que la Chine se donne, donc Zhongguo, le pays du milieu. Donc là, vous voyez que c'est une notion qui ne date pas tout à fait d'hier. Selon Xin Yitian, cette notion de centralité remonterait donc, pour le moins, donc, à cette civilisation Shang. Donc, alors, c'est tout à fait intéressant aussi de rappeler que ce mot Fang ici signifie à la fois donc une direction, un point cardinal,
ou ça peut aussi désigner un carré. Parce qu'il faut rappeler donc que vous avez cette expression consacrée que la Terre, ti, la Terre est carrée par rapport au ciel qui lui est rond. Et donc vous avez dans cette notion de fan une notion essentiellement de spatialisation. Alors, ce dispositif spatial se retrouve dans la disposition même des tombes des rois des champs, dans la forme de ce caractère ya ici, que j'ai mis plus en grand ici. Donc ya, alors en chinois moderne, ça n'a absolument rien à voir, mais ya intervient donc dans le mot composé qui désigne l'Asie. L'Asie, ça donne Yazhou, c'est-à-dire donc la région Ya, Ashia. Donc ici, en chinois moderne, le Ya est utilisé pour sa qualité phonétique, mais ici, Xin Yitian attire l'attention sur l'aspect graphique de ce terme, et vous voyez donc par vous-même que ça dessine en fait un espace carré, donc à quatre branches qui partent dans les quatre directions et qui convergent au centre. Et donc, avant Xin Yitian, vous aviez donc, alors oui, là j'oublie justement, en fait, Xin Yitian vous donne un certain nombre de traces écrites qui rappellent justement cette forme de ce caractère ya. Alors, avant même cet historien contemporain, vous avez, je voudrais quand même ici rappeler la mémoire du grand archéologue sino-américain Zhang Guangzhi, que vous avez ici en photo, qui a vécu de 1931 à 2001 et qui, dans des ouvrages qui vraiment ont fait date, dont vous avez les titres ici, The Archaeology of Ancient China, paru aux presses universitaires de Yale, première édition en 1963, donc c'est l'archéologie de la Chine ancienne, et ensuite vous avez cet autre grand ouvrage, Shang Civilization, donc la civilisation des Shang, paru aux mêmes presses universitaires de Yale en 1980. Donc dans ces ouvrages, le grand archéologue émet déjà cette hypothèse concernant les Shang, à savoir que même les demeures, les palais, les temples, les tombes des Shang étaient, et je cite Zhang Guangzhi ici, qui s'exprime en anglais, mais je traduis directement en français, donc toutes ces constructions étaient invariablement carrées ou oblongues, répondant pour ce qui est de l'orientation aux 4 points cardinaux et dominées dans leur dessin par une volonté persistante de symétrie. Donc là, il y a vraiment une recherche de la stabilité maximale dans la figuration spatiale de tout ce qui est construction humaine. Et donc, Zhang Guangzhi poursuit en disant que les Shang, il est très possible qu'ils aient conçu la forme du cosmos politique en carré, ou du moins qu'ils aient perçu leur domaine propre comme orienté dans les 4 directions cardinales, avec les pays au-delà regroupés en 4 catégories aux 4 orients. Donc là, il est tout à fait intéressant de voir que c'est quelque chose que nous allons retrouver un peu plus tard. Alors, ce caractère donc ya évoque une sorte de croix grecque qui elle-même, qui est schématisée ici, donc, qui elle-même définit un carré entier, donc,
quadrillé en un damier à 9 sous-carrés ou 9 cases. Donc vous avez ici votre caractère ya ici qui serait schématisé par cette croix grecque. Et si vous remplissez donc le carré, vous obtenez donc un grand carré à 9 cases, qui est composé donc de 8 carrés autour d'un carré central et qui reproduit ainsi la configuration des 4 orients autour du centre. Alors, on peut imaginer donc 4 salles qui seraient donc disposées autour d'une salle centrale. Vous avez ces 4 salles aux 4 orients autour d'une salle centrale. D'une certaine manière, je viens d'y penser, mais ça ressemble un petit peu à l'atrium de notre Collège de France, avec des amphithéâtres qui partent de chaque côté. Bien. Et donc, cette disposition a fait l'objet de beaucoup de recherches et de spéculations, parce que on a supposé que c'est l'architecture, du moins symbolique, de ce qu'on a appelé, enfin de ce que les sources anciennes appellent le Mingtang. Alors, le Mingtang, c'est un édifice ou un dispositif spatial qui, selon les sources anciennes, essentiellement des sources ritualistes, encore une fois, remonterait donc au début de la dynastie des Zhou, mais dont on a retrouvé des traces réelles, archéologiques, enfin, ce sont des traces qui datent seulement du tout début de l'ère chrétienne. En effet, au cours de fouilles archéologiques menées en 1956 et 1957 sur le site de l'ancienne capitale impériale, Chang'an, donc la capitale de la longue paix, près de l'actuelle Xi'an, vous savez, là où est enterré le premier empereur avec son armée de terre cuite. Donc, au cours de ces fouilles archéologiques, on a retrouvé donc des vestiges de construction également donc de cette forme carrée avec indiquant donc les quatre orients. Et certains experts ont supposé qu'il pouvait s'agir d'édifices rituels comme le temple ancestral, ou bien justement comme ce fameux Mingtang. Donc ici, vous avez un schéma de ces fouilles de 1956-57 et qui ont mis au jour donc, une construction qui daterait donc de l'an 4 de l'ère chrétienne. Alors, ce Mingtang, il y a eu déjà beaucoup de discussions sur la façon de traduire donc, cette notion. Alors, dans le Tang, ici, vous avez la notion donc d'une salle, d'une grande salle, ou d'un édifice, d'un palais. Par exemple, pour sauter vraiment en fait à la période tout à fait contemporaine, l'Assemblée du peuple à Pékin donc siège dans un trang, ça s'appelle le Renmin Dahui-trang, c'est-à-dire donc la grande salle d'assemblée donc du peuple. Donc trang évoque justement un édifice où on peut rassembler beaucoup de monde. Et Ming, ce premier caractère signifie donc la lumière, puisque en fait c'est la combinaison de cet élément-là, ce graphème qui désigne le soleil, et de cet autre graphème qui désigne la lune. Donc le soleil et la lune combinés donc vous donnent justement cette notion de lumière.
Alors, c'est pour ça que ce Mingtang, vous le trouvez traduit la plupart du temps dans la traduction, donc palais de la lumière ou palais des lumières. Alors évidemment, comme nous approchons de Noël, ça fait un petit peu, comment dire, vous imaginez un palais avec plein de petites loupiottes lumineuses dessus, c'est pas ça en fait. Il s'appelle le Palais des Lumières pour une raison que nous allons découvrir bientôt. Selon les sources anciennes, il représenterait donc le centre, c'est-à-dire le siège même de la royauté, d'où se propage justement telle une lumière irradiante, rayonnante, le gouvernement royal. Autrement dit, c'est un édifice d'où est censé irradier la lumière rayonnante de la vertu du souverain. Et c'est donc pour cette raison que le Mingtang serait devenu sous les Zhou. Donc les Zhou, je rappelle que c'est la dynastie qui a succédé aux Shang dont je parlais tout à l'heure et qui a régné pendant à peu près tout le premier millénaire avant l'ère chrétienne. Donc sous les Zhou, ce Mingtang devient le symbole même de la royauté chinoise, royauté qui est comprise comme de façon primordiale, rituelle et cosmologique. D'où donc mon insistance justement sur ce ritualisme et ce continuisme cosmologique. Et donc, on pourrait dire que l'ordre humain, dans ce contexte, est compris avant tout comme un ordre sociopolitique qui lui-même est conçu en premier lieu en termes cosmologiques. Et là, donc, je citerai les travaux de mon maître en sinologie, Léon van der Merch, qui a consacré plusieurs pages à ce Mingtang et qu'il décrit comme un plan purement cosmologique. Et je cite Léon van der Merch ici, « Le palais était édifié à l'extérieur de l'enceinte de la capitale, dans la banlieue sud. » Alors la banlieue sud, ici, il ne faut pas voir Montrouge, hein, c'est-à-dire c'est l'espace en dehors de la capitale, donc au sud, que le tertre rond du grand sacrifice solsticial au ciel marquait comme pôle cosmique. Donc effectivement, vous aviez en dehors de l'espace fermé de la capitale, donc au sud, un culte rendu au ciel, donc sur un monticule rond pour symboliser le ciel, et à ce culte du ciel faisait pendant un culte à la terre sur donc un monticule carré. Alors la toiture de ce Mingtang de chaume était ronde comme la voûte céleste, tandis que le corps de l'édifice était carré comme la terre. Et je rappelle ici que le temple du ciel que vous voyez encore à Pékin aujourd'hui est construit exactement sur ce modèle. Il se composait de 4 parties orientées à l'est, au sud, à l'ouest et au nord, autour d'un hall central. Donc vous avez bien ce schéma ici. Et chacune des parties comprenait une grande salle médiane flanquée à gauche et à droite de 2 salles adjacentes plus petites, ces 3 salles de façade étant doublées par derrière de 3 pièces intérieures. Alors bon, là, c'est évidemment une description linéaire qu'on ne comprend pas tout de suite du premier coup, mais ça veut simplement dire que chacune de ces salles aux 4 orients était subdivisée donc en sous-salles, qui elles-mêmes en fait étaient orientées aux 4 points cardinaux. Alors les 4 côtés et le centre correspondaient aux 5 points cardinaux et aux 5 divisions de l'année. Les 3 salles de chaque façade correspondaient aux 3 mois
de chaque saison. Donc ici, Léon van der Merch décrit donc ce palais idéal des Lumières qui donc donne une spatialisation, c'est-à-dire donc une sorte de schématisation de la Terre avec cette orientation quadruple et un centre et qui correspond de façon homothétique à une sorte de, comment dire, de sectorisation du ciel avec ces divisions en 4 saisons et une saison intermédiaire. Et c'est donc dans le Mingtang que le roi proclamait la nouvelle lune devant les princes feudataires qui, à leur tour, proclamaient la nouvelle lune, chacun dans son grand temple ancestral. Et c'est pour cette raison que le Mingtang, le palais des Lumières, a été également appelé le palais du calendrier, parce que, en fait, c'est en se déplaçant à travers donc les salles du Mingtang que le roi, justement, en fait, proclamait la nouvelle lune, c'est-à-dire donc le calendrier, puisque le roi prenait rituellement place pour toute la durée de la lune dans la salle correspondante du Mingtang. Et donc, il se conformait au cycle des saisons en faisant le tour des 4 Orients. Et donc, cette circumambulation du Fils du ciel dans le Mingtang est doublée d'une circumambulation plus large, mais toujours à signification politico-cosmologique, puisque chaque année, le Fils du ciel recevait tour à tour la visite des princes feudataires, donc des 4 Orients. Donc vous avez un mouvement centripète de convergence vers le centre. Puis, la 5e année, c'est lui qui parcourait les fiefs des 4 Orients en suivant donc le cours des saisons, en faisant station à l'est à l'équinoxe de printemps, au sud au solstice d'été, à l'ouest à l'équinoxe d'automne et au nord au solstice d'hiver. Alors, je terminerai aujourd'hui justement par donc diverses schématisations de ce Mingtang que vous avez ici, que vous retrouvez sous diverses formes, ici sur fiches de bois. On a retrouvé là. Ces fiches de bois en fait ont été retrouvées dans cet état-là et grâce à la patience donc des archéologues, ils ont réussi à en faire ça. Enfin donc bravo. Ici donc vous avez également ces représentations schématiques et symboliques du Mingtang et ici donc une représentation assez tardive qui porte le titre donc de Mingtang Jiushitru, c'est-à-dire donc les 9 salles du Palais des Lumières mises en diagramme. Donc je reprendrai là-dessus la prochaine fois, mais vous pouvez percevoir ici quel est mon propos, du moins sur le plan symbolique et de la représentation. Vous avez donc une notion de spatialisation en Chine qui remonte à des temps très anciens et qui est d'emblée, qui recherche la symétrie et la stabilité. Merci de votre attention et donc à la semaine prochaine.